Alors, il y a ce type de constat que l'on peut faire en cybersécurité, ces attaques qui vont croissant, les moyens restreints, les équipes cyber parfois épuisées. Bonjour Vladimir Kola, vous êtes le directeur général de Patrol, c'est une toute jeune start-up française de la cybersécurité. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une impasse quand on affiche ces trois affirmations? On se dit, mais comment va-t-on s'en sortir finalement? Alors, bonjour, oui c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut faire une analogie par rapport à la criminalité normale, c'est-à-dire des rues, où finalement les forces de l'ordre ont affaire à la criminalité locale. Et là finalement, un défenseur en France a affaire à des gens à l'autre bout du monde, partout sur la planète, avec une capacité à automatiser les attaques qui est vraiment difficile à traiter. Donc effectivement, il y a un petit sujet de lassitude et de perte de moyens par rapport à toutes ces menaces. Il y avait une enquête d'ailleurs menée, je crois, par le Clusif sur oui. une forme de déprime finalement dans les équipes des responsables de sécurité des systèmes d'information. Oui, globalement, on sent, on le disait, une lassitude, une certaine déprime, les gens baissent un peu les bras, mais après, il ne faut pas non plus exagérer, parce que si on prend les statistiques du pire, c'est-à-dire des suicides, et un peu moins pire, entre guillemets, de tout ce qui va être dépression, les métiers dans lesquels on travaille ne sont pas ceux qui ont le plus ce genre de problématiques. Au contraire, c'est plutôt des métiers de cadre, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de suicide, de dépression, mais globalement, c'est très éloigné des autres. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier. On manque justement de ressources. On manque gravement de ressources parce que la France, l'Europe, même le monde ne forment pas assez d'ingénieurs. Donc on essaie de trouver dans d'autres filières des talents, mais il y a un vrai problème aussi de ressources à la base. Bon, on a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui nous dit aussi, on a un autre problème, c'est que si tout est connecté, tout peut être piraté. Aujourd'hui, on peut prendre le problème isolément de chaque entreprise, mais une des grandes problématiques, c'est qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres. Oui, alors il peut y avoir un effet de boule de neige, comme on l'a vu il y a quelques années avec une attaque russe contre l'Ukraine qui a eu des effets de bord sur des entreprises en Europe, comme Saint-Gobain, l'attaque NotPetya. Et donc oui, après, comme tout est interconnecté, on peut tout protéger. Oui, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui on pense la cybersécurité comme un problème macro finalement et non micro? Est-ce qu'il faut sortir de la vision protection de chaque entreprise pour la penser plus au niveau européen? On sait qu'on on essaye de dessiner cette cyberdéfense européenne. Ça se fait aux deux niveaux en fait. Mais effectivement, au niveau macro, il faut joindre nos forces en tant qu'Européens des différents pays. Il y a certains pays qui sont très avancés, d'ailleurs qui donnent des formations. Il y a l'Ukraine, la Roumanie qui sont très avancés dans ce domaine-là et qui proposent des formations. Il y a beaucoup d'étudiants en France qui vont là-bas pour étudier 1 an. Mais on a aussi de très très bonnes formations en France. Mais c'est aussi une décision politique d'associer nos différents pays, nos différentes forces pour essayer de justement se défendre et protéger nos entreprises. Et qu'est-ce que ça veut dire unir nos forces, très concrètement, je veux dire, dans la cyber? Il y a plein de moyens de le faire. Déjà au niveau politique, c'est avoir des législations qui sont les mêmes, qui permettent de protéger à la fois notre souveraineté et d'avoir des suites judiciaires à toutes les attaques. Ça peut être également joindre les forces des entreprises, s'associer en tant qu'entreprise. Effectivement, localement, nous sommes concurrents, mais si on prend une vue plus globale, là, il faut que nous nous associons pour travailler ensemble. Typiquement, je fais partie d'une association qui s'appelle Exatrust, qui en fait rassemble les acteurs français de la cybersécurité, qui était française et qui maintenant s'étend à l'Europe et qui a même des concurrents au sein de l'association, mais qui a pour but vraiment de nous rassembler tous ensemble pour apporter des solutions. Il y a une doctrine aujourd'hui européenne sur la cybersécurité? Il y a une doctrine européenne, il y a une doctrine par pays. La France a publié il y a 1 an et demi, je crois. Quelle est la doctrine européenne ? Elle est complexe parce qu'elle parle à la fois de la défense et de l'attaque, qui est assez différente de, par exemple, je prends l'exemple de la doctrine américaine. Nous, on est plutôt le pays des Lumières, donc on est plutôt modéré. On a plutôt tendance à vouloir protéger, pas forcément attaquer, pas forcément répondre tout de suite, pas forcément pointer du doigt les gens, en tout cas ceux qui sont les attaquants. On a plutôt tendance à vraiment vouloir protéger, sensibiliser, voilà. Et il vous semble que cette stratégie d'Union européenne, elle prend forme? Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui comme avancée et quels sont les freins qui subsistent? Ça commence. Le plus gros sujet, ça a été GDPR, donc le règlement sur la protection des données personnelles. Exactement, voilà, qui pose déjà une première base pour protéger les données de tout Européen. Donc ça, c'était une première bonne chose. Après, il y a aussi des règlements plutôt techniques qui s'appellent le NIST, qui sont en cours de mise en place. Il y a la suite qui arrive, qui sont là des corpus documentaires plus techniques, qui présentent les choses de comment on sécurise, comment on protège. Il y a des choses comme ça qui imposer aussi des obligations au niveau des collectivités. Alors ça va commencer. Alors en France, on a les OIV, donc tous les organismes donc les opérateurs d'importance vitale. Pardon, je parle beaucoup avec des... Oui, donc qui
vise à mettre un certain nombre d'exigences sur certaines entreprises qui sont vitales pour la France. Je donne un exemple, les silos est coupé demain en France, c'est problématique. Donc les entreprises qui travaillent dans ce secteur, certaines, ont des obligations de sécurité, de se protéger pour justement éviter de gros incidents. Alors, si je reviens à ce qui se passe au niveau micro, au niveau des entreprises et de leur manière de se protéger. Déjà, on a passé cette crise Covid-19 qui a changé énormément les méthodes de travail. Oui. Est-ce que ça a permis de faire émerger de nouvelles méthodes plus efficaces ou moins efficaces ? En fait, c'est un effet secondaire de l'effet beaucoup de télétravail où finalement beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à devoir exposer beaucoup de choses sur Internet qu'elles n'avaient pas l'habitude d'exposer précédemment. Des accès distants, du mail, des applications, des choses comme ça. Enfin, le mail, pas forcément. Oui, mais j'imagine que ça a accéléré les prises de conscience au niveau des attaques. Accéléré les attaques, mais Oui. je veux dire aussi au niveau des conseils d'administration des grands groupes, ils se sont aperçus de la nécessité de protéger tous ces actifs. Je suis pas sûr, alors peut-être avec aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit remonté jusque-là. Côté Pour vous, technique, les responsables de sécurité ne sont pas suffisamment représentés dans ces conseils d'administration ? c'est rare. Ça commence, depuis quelques années, on commence à voir les responsables sécurité représentés au niveau des COMEX, enfin des comités de direction. C'est quand même rare. Et je ne suis pas sûr que les directions aient vraiment conscience des enjeux. Ça commence avec les incidents, j'en parlais tout à l'heure, de Saint-Gobain, où l'entreprise a quand même été coupée totalement, enfin tout son système d'information a été coupé pendant quelques semaines. Ça commence, mais je ne suis pas sûr que les directions aient totalement encore conscience des enjeux de la cybersécurité. Bon, puis quand on s'appelle Saint-Gobain, ça va. A priori, on a des budgets à débloquer. Comment ça se passe pour les plus petites structures ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Parce qu'on voit bien que tout est interconnecté. On en a parlé aussi avec les sous-traitants. Il peut y avoir des grands groupes très protégés, mais finalement qui subissent des attaques du fait de la fragilité des systèmes d'information de leurs sous-traitants. Oui. Comment est-ce qu'on règle ce problème ? C'est très compliqué. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de choses en amont du défensif. Au-delà de dire il faut qu'ils débloquent des budgets, mais les budgets, ils ne les ont pas forcément. Comment on s'organise ? Encore une fois, c'est très compliqué. Enfin, encore une fois, pour les entreprises de taille moyenne et grande, elles ont les budgets, ça va. Les petites entreprises, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Il y a plein d'entreprises qui proposent des solutions, des entreprises de la cybersécurité, qui proposent des solutions pas très chères, accessibles, qui permettent de vraiment être en amont, donc de protéger, de défendre. Par contre, ça reste quand même compliqué. La cybersécurité, malheureusement, ça a un coût. Et donc, les toutes petites entreprises n'ont pas forcément les budgets pour accéder à ces coûts. Après, il y a tous les prestataires de services, que ce soit des hébergeurs, des infogéreurs, qui sont souvent de plus grosses entreprises. Là, par contre, c'est plutôt au niveau politique. Il faut leur imposer un certain nombre de règles pour qu'eux soient sécurisés et donc apportent des services sécurisés aux petites entreprises. Bon, mais si je vous ai invité, c'est parce que vous êtes une toute jeune entreprise cyber et donc vous arrivez aussi avec une façon de penser un peu différente de vos prédécesseurs. Et ce que j'ai lu dans vos déclarations, c'est que vous preniez justement l'union, la mutualisation et l'automatisation. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser et davantage automatiser aujourd'hui en matière de cybersécurité ? On peut mutualiser beaucoup de choses. Déjà, les forces humaines et surtout mutualiser l'effort par client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons pour un client, nous pouvons le faire pour 10 clients avec un coût pas forcément beaucoup plus élevé. Et surtout, nous avons fait le pari de l'automatisation, de l'ultra-automatisation, de l'hyper-automatisation. L'idée, nous en parlions tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué de recruter dans notre domaine. On manque de ressources, on manque de talent. Et donc, il faut quand même sécuriser, il faut quand même trouver des solutions. Et donc, l'automatisation, l'hyper-automatisation permet de régler une partie du problème. Mais ça, aujourd'hui, toutes les solutions de sécurité fonctionnent sur ce principe d'automatisation. Dans les faits, pas réellement. Donc, jusqu'où on peut aller ? À terme, nous essaierons de remplacer l'humain. Aujourd'hui, nous faisons à peu Complètement, près... c'est-à-dire ? Complètement, je ne sais pas si on y arrivera. Aujourd'hui, on fait à peu près 2 tiers d'automatisé et 1 tiers d'humain. Et nous travaillons à augmenter ce taux, peut-être d'arriver à 80-90% d'automatisation. Sur quelle partie de la cyberprotection ? En fait, nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons d'identifier toutes les problématiques de sécurité qu'ont les entreprises par rapport à tout ce qu'elles exposent à Internet. Finalement, ce que font les cybercriminels, c'est ils balayent Internet, essaient de trouver des vulnérabilités et après ils rentrent. Donc nous essayons de faire pareil, mais de façon beaucoup plus rapide pour nos clients et donc d'identifier toutes les problématiques de cybersécurité avant qu'un attaquant ne puisse les exploiter. Mais je vous suis pas. Je vous C'est-à-dire donne que une demain, analogie. on pourrait ne plus avoir de responsable de sécurité des systèmes d'information. Non, il y aura toujours quelqu'un qui signera l'échec, mais Alors, je vous donne une analogie. quelle est la frontière ? Ouais. Alors, c'est plus nous, finalement, c'est comme si vous étiez en maison, vous partez en vacances et constamment, on va essayer de taper à votre porte, essayer de un peu voir si la porte est ouverte, voir la marque des fenêtres, est-ce qu'il y a un problème avec ces fenêtres ?
fenêtre, est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir, regardez si vos fenêtres sont ouvertes ou fermées, et de faire ça continuellement. Et quand il y a un problème, nous vous alertons, et vous revenez chez vous et vous réglez le problème. C'est un petit peu ce que nous faisons. Merci beaucoup Vladimir Kola, directeur général de Patrol, pour nous avoir parlé de ce constat sur aujourd'hui les forces cyber et l'union nécessaire. C'est l'heure de notre talk. On va parler des NFT avec vraiment un gros désaccord sur l'intérêt ou non de cette nouvelle rupture technologique.